Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 11 de Robinson Crusoe. Chapitre 11, ce qu'on n'attendait pas. J'attendais nos voyageurs depuis 8 jours et nous étions à la mi-octobre quand survint une aventure étrange qui eut, sur ma vie, une action décisive. J'étais encore profondément endormi un matin quand Vendredi entra en courant dans la cabane et me cria « Maître, maître, ils sont venus, ils sont venus !» Je sautai à bas du lit et j'enfilai à la hâte mes vêtements. Et négligeant de prendre mes armes, car je ne prévoyais aucun danger, je suivis Vendredi jusqu'à la colline, notre poste d'observation habituel. J'aperçus tout de suite, à 1 lieue du rivage, une embarcation qui se dirigeait vers l'île. Mais ce n'était pas la pirogue attendue. C'était une grande chaloupe qui portait une voile en épaule de mouton, comme l'on dit, et venait non pas de la terre, mais du sud. Je me tournai vers Vendredi. « Ne te montre pas, lui dis-je, ne fais pas de signaux. Ces gens ne sont pas ceux que nous attendons et nous ne savons pas encore s'ils sont amis ou ennemis. Cours me chercher ma longue-vue, puis nous réfléchirons à ce que nous devons faire. » Quand Vendredi revint avec ma longue-vue, je pus alors distinguer parfaitement un navire à l'ancre à 2 lieues et demie environ du rivage au sud-est. Par mes observations, je reconnus à n'en pas douter que le bâtiment devait être anglais. Comment exprimer le trouble qui m'envahit ? J'étais à la fois joyeux de voir un navire que j'avais toute raison de croire monté par des compatriotes et par conséquent des amis, et cependant je ressentais une certaine anxiété dont je ne pouvais m'expliquer la cause. « Que vient chercher ici un navire anglais ?» me dis-je en réfléchissant. « Cette partie du monde n'est le chemin d'aucun des comptoirs dans l'Angleterre. Je sais qu'aucune tempête n'a pu faire dériver ce vaisseau de ce côté. D'ailleurs, il est en bon état. Si ceux qui le montent sont vraiment anglais, leurs desseins sont douteux, et il vaut mieux que je ne leur découvre pas mon existence avant de m'assurer de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. »« Eh bien, maître, murmura alors Vendredi, pas eux, pas bon ? » ?»« Nous ne savons pas qui sont ces gens, Vendredi, et nous allons être prudents. Baissons-nous, afin qu'on ne puisse pas nous apercevoir, et continuons de les observer. » Je venais de prononcer ces mots quand la chaloupe atteignit le rivage. Il y avait en tout 11 hommes, dont 3 étaient sans armes et garrottés. On les fit descendre de l'embarcation comme des prisonniers, et je pus voir l'un des 3 faire des gestes de supplication et de désespoir sans bornes. « Maître, dit alors Vendredi avec agitation, vous, voir homme anglais, manger prisonniers aussi bien comme sauvages ? » ?»« Quoi ? Vendredi, tu penses qu'ils vont les manger ? » ?»« Oui, 3 pauvres malheureux, les autres méchants vont manger. »« Non, répliquai-je, ils ne les mangeront pas, mais si, comme je le redoute, ils veulent les assassiner, la différence n'est pas grande. » Juste à ce moment-là, comme pour donner raison à mes craintes, un des occupants de la chaloupe leva un grand coutelas au-dessus de sa tête pour frapper un des prisonniers. Je crus que c'était fait de ce malheureux, et tout mon sang se glaça dans mes veines. Je regrettai alors du fond du cœur notre Espagnol et le vieux sauvage parti avec lui. À nous 4, nous aurions pu entamer une lutte avec ces misérables. À 2, nous ne le pouvions pas. Nos armes n'auraient pas eu le même effet d'étonnement et d'épouvante sur ces Européens que sur les ignorants sauvages. Suivi de Vendredi, je me glissai jusqu'au château et là, après m'être équipé en guerre et après avoir armé mon serviteur, je me hissai par mon échelle sur un rocher d'où je pouvais continuer à apercevoir le groupe de matelots. Ils s'étaient dispersés dans l'île, laissant leurs prisonniers libres de leurs mouvements. La chaloupe était gardée par 2 hommes, et ceux-ci, après avoir bu de bonnes rasades d'eau-de-vie, s'étaient étendus sur la grève à l'ombre d'un rocher. Les prisonniers errèrent un peu, puis s'assirent au pied d'un arbre, mornes, l'œil hagard, comme des hommes désespérés. Cela me fit souvenir du premier moment où j'avais abordé dans l'île. Combien je me croyais perdu! Quel triste regard je jetais autour de moi, et quelle appréhension remplissait mon cœur! De même que cette nuit-là, je ne me doutais pas du secours que j'allais recevoir à cause du providentiel entraînement du vaisseau vers le rivage par la tempête et la marée. De même, ces 3 malheureux ne soupçonnaient pas combien leur délivrance était certaine et proche. Le salut était tout près d'eux, tandis qu'ils se désespéraient et se croyaient perdus. Pendant ce temps, la mer avait baissé et la chaloupe se trouvait maintenant à sec. Les matelots qui la gardaient ne s'en étaient pas aperçus, occupés qu'ils étaient à tâter de leurs bouteilles d'eau-de-vie. Quand ils se rendirent compte de la chose, ils appelèrent à grands cris leurs camarades pour les aider à désensabler l'embarcation. Malgré leurs efforts, ils n'y réussissent pas, et j'entendis l'un d'eux s'écrier avec insouciance. « Bah, laissons-la, à la prochaine marée elle flottera. » Et toute la troupe, voyant que les prisonniers ne pouvaient s'enfuir par la chaloupe, s'enfonça dans les bois,
vraisemblablement pour s'y reposer et y dormir, car il était 2 heures de l'après-midi et que le soleil brûlait. J'avais eu tout d'abord le dessein d'attendre la nuit pour intervenir, mais je savais que la chaloupe ne pourrait être à flot avant 10 heures du soir, et l'éloignement momentané des matelots m'incitait à brusquer les choses. Les 3 prisonniers, trop inquiets sur leur sort pour goûter le sommeil, étaient toujours assis à l'ombre d'un grand arbre, à un quart de mille de mon château, hors de la vue des autres. Je fis signe à Vendredi de me suivre, et sortant du bocage épais qui entourait ma palissade, je me glissai avec précaution près des captifs. J'étais formidablement armé et mon aspect était farouche, vêtu comme je l'étais de ma casaque, de mes bottes de peau de chèvre et de mon haut bonnet. Vendredi avait également une tournure passablement effrayante. Aussi, le trouble des captifs en m'apercevant ne m'étonna-t-il pas. Ils restèrent muets et pétrifiés. Ils s'apprêtaient à s'enfuir quand je leur adressai la parole en anglais. « Gentlemen, dis-je, rassurez-vous, bien que vous ne me connaissiez pas, peut-être avez-vous auprès de vous un ami. »« Êtes-vous un homme » fit alors en tremblant un des prisonniers. « Certes, dis-je en souriant, je suis un homme, et même un Anglais, et je suis prêt à vous secourir. Je n'ai qu'un serviteur avec moi, mais nous avons des armes et des munitions. Pouvons-nous vous servir ?»« Sire, je suis capitaine d'un vaisseau qui est à l'ancre ici près. Mon équipage s'est mutiné contre moi pour s'emparer de mon navire et exercer la piraterie. À force de supplications, j'ai obtenu d'avoir la vie sauve, ainsi que mon second et un passager qui était à bord, et l'on nous a déposés sur un rivage désert. Jugez de notre surprise en vous voyant ici. « Où sont vos ennemis ?» demandai-je. « Là, à peu de distance, dans ces bois. »« Ont-ils des armes à feu ?»« 2 fusils seulement, et un qu'ils ont laissé dans la chaloupe. »« Fort bien, dis-je après avoir observé un instant le groupe des matelots. Je vois qu'ils dorment et rien ne sera plus facile que de les tuer. Mais je répugne au meurtre et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux les faire prisonniers. »« À part 2 coquins à qui il ne serait pas prudent de faire grâce, répondit le capitaine, les autres sont excusables et se rendraient vite, je crois. Voyons, repris-je alors, si j'entreprends à votre délivrance, êtes-vous prêt à souscrire à 2 conditions ? Lesquelles ? Fit vivement le capitaine. Les voici. Premièrement, tant que vous demeurerez dans cette île avec moi, vous ne prétendrez à aucune autorité et vous serez soumis à mes ordres. Deuxièmement, si nous pouvons recouvrer votre navire, vous me transporterez gratuitement, moi et mon serviteur, en Angleterre, ainsi que des gens que je vous indiquerai et qui vivent sur une côte à 40 milles d'ici. Je vous jure, me dit le capitaine en prenant mes 2 mains, que ma reconnaissance et mon amitié vous seront acquises. J'accepte vos conditions si raisonnables et je serai toujours à vos ordres que je recouvre ou non mon navire. Nous jurerons de vous être soumis, firent à leur tour les 2 autres prisonniers. Bien, dis-je alors, voici 3 fusils avec des balles et de la poudre. Maintenant examinons ce qu'il convient de faire. De toute façon, il faudrait nous débarrasser des 2 meneurs dont vous avez parlé. J'achevai ces mots lorsque nous entendîmes les matelots s'éveiller. L'un d'eux se mit sur ses pieds et, regardant tout autour de lui, nous aperçut. Mais avant qu'il pût prévenir ses compagnons, nous nous étions élancés sur les dormeurs. Le second tua l'un des meneurs d'un coup de fusil et le capitaine assomma l'autre. Cependant, Vendredi et moi nous couchions en joue les 3 matelots qui, réveillés en sursaut, nous regardaient avec ahurissement. « Allons, dit le capitaine. Juin, Georges et toi, Samy, rassurez-vous. Nous ne vous punirons pas, comme vous le méritez, si vous faites le serment de m'aider à recouvrer mon navire et si vous regrettez l'attentat que vous avez aidé à commettre contre la personne de votre chef. » Les matelots firent au capitaine toutes les protestations de sincérité qu'on pouvait désirer, et je l'engageai de mon côté à leur laisser la vie sauve. Comme c'était aussi son désir, nous nous contentâmes de lier les mains et les pieds de nos prisonniers. Pendant que nous étions occupés à les garrotter, les 3 matelots qui restaient revinrent de l'intérieur de l'île qu'ils avaient été explorés. Les bruits des coups de feu les avaient alarmés. En voyant le capitaine qui, de leurs prisonniers, était devenu leur vainqueur, ils consentirent à se laisser garrotter aussi, et notre victoire fut complète. Après avoir enterré les 2 matelots morts, je fis asseoir le capitaine et son second auprès de moi, et je leur contai mon histoire depuis mon départ d'Angleterre. Le capitaine m'écouta avec une attention qui contenait l'émerveillement. Il me serra la main fortement et me dit « Je suis dans l'admiration, sire, pour votre courage et votre patience et énergie. Certes, la Providence vous a aidé en emmenant non loin de cette île l'épave de votre bateau, mais ce que vous avez su en faire a été votre meilleur secours. Et le ciel, comme dit le proverbe, vous a aidé parce que vous vous êtes d'abord aidé vous-même. » Je remerciai le capitaine de ses paroles amicales et je l'engageai à venir se rafraîchir au château, ainsi que ses 2 compagnons. Nous avions conduit 4 de nos prisonniers à ma caverne,
ou leurs cris, s'ils jugeaient bon d'en pousser, ne pouvaient en aucun cas être entendus du navire. Et nous avions gardé avec nous les 2 derniers, qui, d'après ce que m'en dit le capitaine, étaient de très honnêtes garçons que seule la crainte des autres avait entraînés. Nous escaladâmes donc, tous les 6, ma palissade, et mes nouveaux amis admirèrent ma maison et sa clôture. Je leur montrai toutes les inventions qui avaient occupé mes jours pendant tant d'années. Turco, Paul, en un mot tous les hôtes du château furent bien étonnés de voir tant de monde, mais Vendredi, dont la nature candide avait quelque chose d'enfantin, leur expliqua que c'étaient là des amis du maître et qu'il fallait les bien accueillir. Maintenant, dis-je, quand nous fûmes tous rafraîchis et restaurés, il s'agit de remettre le vaisseau en votre possession. Que comptez-vous faire ? Je vous avoue, me répondit le capitaine, que je suis fort embarrassé, car il y a encore à bord 26 hommes qui, ayant trempé dans la conspiration et compromis ainsi leur vie au regard de la loi, vont résister désespérément. Ils n'ignorent pas que s'ils avaient le dessous, ils seraient pendus en arrivant en Angleterre ou dans une de ses colonies. Nous sommes un trop petit nombre pour nous permettre de les attaquer. Cette objection, repris-je, me semble tout à fait juste. Il faudrait inventer quelques ruses pour en venir à bout. Mais ne pensez-vous pas qu'ils vont s'alarmer assez vite de ne pas voir revenir leurs camarades et la chaloupe, et que peut-être ce sera pour nous l'occasion de nous rendre maîtres de ceux qui débarqueront ? Peut-être, fit le capitaine, mais soyez certain qu'ils viendront en nombre et bien armés. Ne faudrait-il pas nous assurer de la chaloupe ? Demanda le second, afin qu'ils ne puissent la ramener. Oui, dis-je, nous allons la désemparer et la saborder de façon à la rendre inutilisable. Nous sortîmes tous du château et nous courûmes à la grève. La chaloupe contenait, outre quelques armes, une bouteille d'eau-de-vie et une de rhum, quelques biscuits, une corde à poudre et un très grand pain de sucre de 5 ou 6 livres. Tout ceci fut le bienvenu pour moi, surtout l'eau-de-vie et le sucre, dont je n'avais pas goûté depuis si longtemps. Quand la chaloupe fut vide, nous enlevâmes le gouvernail, le mât, la voile, les rames, et nous fîmes à coups de hache un grand trou dans un des plats de bord. Je n'espérais pas que nous puissions jamais recouvrer le navire, mais je me disais que la chaloupe, restant en notre possession, suffirait pour nous transporter dans une des colonies espagnoles et nous permettrait de recueillir Pedro et ses compatriotes. Unissant nos forces, nous tirâmes l'embarcation sur la grève pour que la marée haute ne pût l'entraîner, et nous achevions cette besogne quand nous entendîmes un coup de canon. Le navire donnait aux matelots débarqués l'ordre de revenir à bord. Mais la chaloupe ne bougeant pas, les coups de canon se succédèrent et le pavillon s'agita en signe de rappel. Quand on vit du vaisseau que tout était inutile, on mit à la mer une autre embarcation, et tandis qu'elle s'approchait, nous reconnûmes qu'elle était montée par 10 hommes munis d'armes à feu. « Rentrons au château, dis-je vivement. Nous continuerons notre guet du haut d'un rocher qui surplombe mon habitation et qui est masqué à la vue par un fouillis de lianes. » En quelques minutes, nous fûmes à ce poste, le capitaine et moi. Nos compagnons bien armés attendaient à l'intérieur de la palissade de recevoir nos ordres. Comme le navire mouillait à 2 lieues du rivage, ainsi que je l'ai dit, nous eûmes tout le loisir, durant le trajet de l'embarcation, d'examiner à la longue vue la figure des hommes d'équipage. « Il y a parmi ces gens, dit le capitaine, 3 honnêtes garçons qui ont été entraînés au complot malgré eux. Mais le maître d'équipage et le reste de la troupe sont des plus dangereux. J'ai peur qu'ils ne soient, vu leur nombre, trop forts pour nous. »« Ils sont 10, et nous sommes 7, dis-je en nous souriant, et notre position est telle que nous ne pouvons pas nous embarrasser de la crainte. Que risquons-nous ? Rien que d'être tués. Tandis que si nous réussissons, les avantages sont si grands que cela ne peut entrer en balance. Une seule chose m'ennuie, c'est que, dans la lutte, nos balles peuvent frapper par hasard un de ces pauvres garçons qui, dites-vous, ont péché surtout par crainte des autres. Cependant, l'embarcation avait atteint l'endroit où gisait la première chaloupe. Les 10 hommes sautèrent sur le sable et poussèrent la leur sur la grève. Puis ils coururent à la chaloupe. La longue vue nous permit de nous rendre compte de leur étonnement et de leur émoi en la trouvant dans l'état où nous l'avions mise. Ils réfléchirent et se consultèrent. Puis, après avoir poussé plusieurs grands cris et fait un feu de salve, ils remirent leur canot à flot et remontèrent tous dedans. Je compris qu'étonnés, qu'atterrés du silence qui avait accueilli leur appel et leur détonation, ils voulaient retourner vers le navire pour y raconter que leurs camarades avaient été massacrés et leur chaloupe défoncée. « Ils s'en vont, me dit le capitaine tremblant et agité. « Voici mon navire perdu, sans que je puisse plus rien pour lui. Voyez, ils renoncent à chercher leurs compagnons. Oh, mon pauvre navire !»« Calmez-vous, capitaine, fis-je en posant mes mains sur son bras, et regardez, ils se sont concertés, les voilà qui reviennent au rivage. Tout espoir n'est pas perdu pour nous. » Et en effet, l'embarcation virant de bord
étaient revenus à la grève. 3 hommes y restèrent pour la garder. Les autres, en groupe compact, se dirigèrent vers le sommet de la colline qui m'avait si souvent servi d'observatoire. Les 3 hommes, demeurés dans la chaloupe, se tinrent à une bonne distance du rivage et mirent l'ancre. Je hochai la tête avec ennui. Ainsi, il nous était impossible de parvenir jusqu'à eux. Quand leurs compagnons partis à la découverte furent arrivés sur le versant de la colline, d'où ils pouvaient dominer les vallées et les bois qui s'étendaient au nord-ouest de l'île, ils se mirent à appeler et à crier. Puis, n'osant pas sans doute s'aventurer plus loin du rivage, ils s'assirent sous un arbre pour délibérer. Ils ne se doutaient pas que les auteurs de leur inquiétude se trouvaient si près d'eux, au pied de la colline rocheuse qu'ils avaient gravie. Mais il est vrai que le bocage qui entourait ma palissade était devenu un bois si épais et si impénétrable qu'il eût été impossible de deviner un espace libre sous ces ombrages qui se rejoignaient presque. D'ailleurs, ma cabane était si encastrée dans le rocher qui la surplombait qu'on ne pouvait la voir du sommet de la colline. « Ne craignez-vous pas, me demanda le capitaine, que leurs cris ne parviennent jusqu'aux prisonniers que nous avons mis dans la caverne ?»« Non, fis-je. Les prisonniers croient qu'un de nous veille à l'entrée de la caverne et qu'au moindre bruit qui ferait écho aux appels des leurs, ils les tueraient immédiatement. D'ailleurs, nous avons barricadé l'ouverture de la grotte, et ces appels qui nous ont assourdis ne sont même pas parvenus à nos hôtes forcés. Dieu vous entende, sire, mais que font là-haut ces matelots? Dorment-ils? Dans ce cas, nous pourrions fondre sur eux pendant leur sommeil. » Une nouvelle salve retentit du haut de la colline, suivie d'appels plus véhéments. « Si nous pouvions profiter de ce que leurs fusils sont déchargés, reprit encore le capitaine. Mais déjà, en réponse à cette proposition, le cliquetis des armes nous apprenait que nos ennemis les rechargeaient prudemment. Bientôt après, nous les vîmes tous se lever et descendre vers la mer. Sitôt que je les vis se diriger vers le rivage, je compris qu'ils abandonnaient leurs recherches et allaient décidément se rembarquer. Faisant signe au capitaine de me suivre, je redescendis rapidement devant ma demeure. J'appelai Vendredi et le second du navire et leur commandai de se glisser vers la côte ouest de l'île et de se mettre à crier et à appeler dès qu'ils seraient parvenus à une petite butte, distance d'un demi-mille environ du château. Puis, dès que les matelots leur auraient répondu, ils devaient, se tenant hors de vue et appelant toujours, prendre un détour pour les attirer au milieu du bois, aussi loin que possible dans l'île, et enfin revenir vers moi subrepticement. Vendredi et le second, qui était un homme jeune et alerte, s'éloignèrent aussitôt. 10 minutes après, et juste au moment où la petite troupe de matelots se préparait à remonter dans la chaloupe, les cris de mes 2 envoyés se firent entendre. En un clin d'œil, les hommes se mirent à courir le long du rivage, du côté de la voie, criant et appelant à leur tour. Bientôt, comme je l'avais prévu, leur course fut arrêtée par la crique. Les eaux étaient hautes, ils ne pouvaient traverser, et ils firent venir la chaloupe pour les passer de l'autre bord. Ils laissèrent leur embarcation au fond de la crique, dans une sorte de petit port naturel, et après l'avoir amarrée au tronc d'un arbre, ils la confièrent à la garde de 2 hommes, puis, continuant leur marche vers les appels qui retentissaient toujours au loin, ils furent bientôt hors de vue. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 12. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça et likez si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.